21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Ça ne vous aura pas échappé, on est au mois de juillet et c'est l'été. Au moment où j'enregistre cet épisode, au 7e étage de mon salon, c'est comme chez vous probablement, la canicule. D'ailleurs, si j'arrête de parler là, maintenant tout de suite, vous entendez peut-être les hélices du ventilateur en train de tourner. Si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, vous savez que cet été, depuis ce lundi, je suis revenu à la radio, le matin, très tôt, 5h, sur ici, anciennement France Bleu. Alors forcément, ça fait des journées un petit peu longues, et pour des raisons logistiques, pour ces quelques semaines d'été à venir, je me suis demandé comment concilier ma nouvelle gymnastique matinale et le rendez-vous qu'on a, vous et moi, tous les mardis, ce rendez-vous qu'on a instauré depuis maintenant plusieurs mois. Il était hors de question pour moi de vous laisser pendant 2 mois sans nouvelles, sans ce lien qu'on a tissé. Alors, à partir de ce soir, à partir de ce numéro de Juste avant la nuit, j'ai envie de vous proposer une version estivale de ce programme. Pendant quelques semaines, je vais arrêter le direct le mardi à 21h. Mais à 21h, chaque semaine, jusqu'à la fin du mois d'août, il y aura un nouvel épisode de votre libre antenne qui sera là, disponible sur les réseaux sociaux, sur mon site www.johanrock.fr et sur les plateformes de streaming Apple Podcast et Spotify. Tiens, on va appeler ça Juste pendant l'été. Au moins, tout est dans le titre. On sait à quoi s'attendre. Pour cette version estivale de l'émission, on va procéder comme on a toujours eu l'habitude de le faire depuis le début. On va faire les choses ensemble. J'aimerais à ce propos que vous m'écriviez pour me dire quel est, depuis que vous écoutez cette émission, le témoignage qui vous a marqué, que vous aimeriez réentendre dans Juste pendant l'été. Vous prenez votre clavier, un petit message sur ma boîte email dédiée social@johanrock.fr ou alors sur Instagram, Instarock, ROQUS, tout attaché. Chaque semaine, donc, à partir de ce soir, on réécoutera un témoignage qui vous a marqué, un témoignage de Juste avant la nuit ou même antérieur lorsque l'émission Les Beaux du Soir existait à la radio. Et puis, je voudrais qu'on continue à faire ce qu'on fait toutes les semaines, que vous m'écriviez social@johanrock.fr, Instagram, Instarock, vous connaissez les 2 adresses, et comme j'ai l'habitude de le faire, toutes les semaines, je lirai quelques-uns de ces messages. Et je vais commencer par un premier message que vous m'avez adressé sur la boîte email social@johanrock.fr. C'est un mail de Christophe qui commence ainsi. Bonsoir Johan, je vous écris car j'écoute votre émission depuis le début. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'avoir besoin de partager. Ma mère nous a quittés il y a 3 ans à présent. Avec ma sœur, nous devons vendre la maison familiale, cette maison où j'ai grandi, où tous mes souvenirs d'enfance ont pris vie, les Noëls, les goûters d'anniversaire avec les petits copains, les histoires que maman me lisait le soir avant de m'endormir. Le problème, c'est que c'est une vieille bâtisse, plus d'1 siècle. Elle tient encore debout, oui, mais elle nécessiterait pas mal de travaux, restauration, toiture, électricité, chauffage, plusieurs centaines de milliers d'euros que nous n'avons pas. Ma sœur vit en Espagne, elle ne souhaite pas revenir. Pour elle, la question ne se pose même pas. J'ai beau comprendre, mon cœur, lui, n'arrive pas à suivre. J'ai l'impression de trahir maman, de brader nos souvenirs. Comment mettre un prix sur une enfance ? Les agents immobiliers me parlent de potentiel de rénovation. Moi, je vois encore maman dans mon jardin et tous mes souvenirs dans chacune de ces pièces. Je sais bien, il faut avancer. C'est ce que dit ma femme, mais c'est si dur de fermer cette porte définitivement. Si vous pouviez passer ce message à l'antenne, peut-être que d'autres auditeurs qui ont vécu la même chose pourraient partager leur expérience. Comment ont-ils fait pour accepter ? Comment garder les souvenirs quand on perd les murs qui les abritaient ? Cette maison, c'est tout un bout de ma vie. Quand on aura vendu, est-ce que j'oserai encore passer devant sans ressentir un profond désarroi, mon cœur qui se serre, qui se transperce ? Merci Johan de m'avoir lu. Merci pour votre émission qui nous accompagne dans les bons comme les mauvais moments. Signé Christophe de Normandie. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Pour cette première de Juste pendant l'été,
J'ai choisi le message que m'a adressé cette semaine Léa. Elle m'écrit qu'elle aimerait réécouter l'histoire d'Ina, je cite, « la dame qui vivait en Hollande ». J'avais été très ému par son récit et sa voix si singulière. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Léa, on va réécouter ce soir le témoignage de cette auditrice. Bonsoir, Ina. Bonsoir, Johan. Ça fait plaisir d'entendre votre voix. Ina, plaisir partagé. Vous avez 79 ans et vous m'appelez d'Amsterdam, m'a-t-on dit. En effet, c'est ça. On m'a dit que ce soir, c'est une soirée un peu particulière parce que vous sortez du restaurant, c'est ça? Oui, j'avais invité ma fille avec sa femme, mon fils avec sa femme aussi. Mes deux enfants. Oui, mais pour quelle raison tout ça? Dites-le. Parce que j'avais 79 ans avant-hier. D'accord, donc c'était pour fêter votre anniversaire en famille. Parce que, voilà. Et heureusement, j'avais trouvé quelque chose dans le coin là, et c'était très très bien. Bon. On s'est bien amusé. Vous avez donc combien d'enfants, rappelez-moi? J'ai deux enfants. Deux enfants. Une fille et un garçon. Qui vivent eux aussi à Amsterdam? Non, ma fille, elle habite à Zaandam, là où il y avait Pierre le Grand, le Russe qui travaillait dans les bateaux là-bas, le tsar de Russie. Et mon fils, il habite à Delft, d'où vient le bleu de Delft. Alors dites-moi, Ina, vous écoutez les mots du soir, vous écoutez France Bleu depuis Amsterdam. Oui. C'est original ça quand même. Vous êtes la première auditrice d'Amsterdam à qui je parle. Vous le savez ça, peut-être pas. Ah bon? Bah oui, je vous l'apprends. Oui, mais moi, j'ai la radio Internet spécialement pour écouter la France. Parce que si je mets une poste hollandais, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, mais la France, il n'y en a pas beaucoup de chaînes. Alors, j'ai dit, mais avant, j'écoutais toujours France Bleu Gascogne, puisque j'ai longtemps vécu là-bas, 2 fois même. Et après, quand je suis resté seul à Amsterdam, j'ai dit, tiens, il y a Paris aussi, je vais écouter Paris. Et c'était vous à l'antenne. Bon. Et donc ça fait combien de temps que vous écoutez l'émission, Ina? Ça fait 3 ans. D'accord. L'émission n'existe que depuis 1 an et demi. Comment? L'émission existe depuis 1 an et demi, les mots du soir. Les mots du soir, peut-être, mais votre voix, je le connais depuis que j'étais en taille. Ouais, je vois, vous êtes fidèle. Alors, ça fait plaisir, Ina. Ina, on m'a raconté un peu votre vie. D'abord, vous avez laissé un message sur le formulaire des mots du soir sur francebleu.fr il y a quelques semaines. Et de ce qu'on m'a dit, on m'a dit que vous aviez une vie un peu comme un roman, une vie que vous aviez passée entre la France et la Hollande. Vous allez me la raconter ce soir. Tiens, j'aimerais qu'on voyage un petit peu à travers votre vie. Donc vous êtes né, si je comprends bien, aux Pays-Bas. Oui, je suis né à La Haye. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 18 ans. Quel genre de famille? Vous avez grandi dans quel genre de famille, vous? Oh, mon père était militaire dans l'armée, quoi. Et ma mère, elle soignait les enfants. Traditionnel, quoi. C'était quel genre, votre maman? Elle était quel genre? C'était plutôt proche de ses enfants ou plutôt un peu distant, un petit décalage? Non, c'était une vraie maman. Elle avait 4 enfants et c'était une vraie maman. Elle était formidable. Quand on avait des problèmes, elle venait toujours parler avec nous. Elle nous faisait des bonnes choses à manger. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Et pourtant, on n'était pas riches. Comme les militaires en Hollande, à ce moment-là, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent.
On m'a dit, Ina, que vous étiez mariée très jeune. Vous aviez rencontré votre mari à 17 ans, c'est ça? Oui, et je me suis marié, j'avais juste 19 ans. Vous êtes tombée amoureuse de cet homme? Oui, il était mignon, il était français. Et il n'y en avait pas beaucoup de Français ici. C'était Alors, le premier homme de votre vie, Ina, cet homme? c'était le premier, oui. Oh, j'avais eu des petits copains, mais on a toujours des petits copains, les filles. Mais lui, c'était le gars. Je me suis mis à vivre avec lui après 6 mois, et puis après 1 an, on s'est mariés. C'était un beau mariage? Et puis, oh, simple, en blanc, comme ça se faisait à ce moment-là. Mais simple, mais il fallait faire vite aussi parce qu'il travaillait dans les pétroles. Il était envoyé en Hollande et il travaillait pour le Caltex et il retournait en France. Donc, même le jour de notre mariage. Donc, on est parti, on s'est marié et après, on est parti pour la France. C'est la première fois, vous, que vous quittiez à l'époque les Pays-Bas? Oh, j'avais été en vacances 1 semaine avant là-bas avec mon mari, quoi. Mais vivre en France, pour moi, c'était tout neuf, quoi. Ça vous a plu, ce pays, quand vous avez commencé à le connaître, à le comprendre, à y vivre durablement? Oui, je l'adore. Et c'était de suite comme ça. Et j'ai toujours eu ça. Pourquoi? Vous pourriez me dire pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu où est-ce que vous avez emménagé avec ce premier mari, alors, quand vous êtes arrivé en France? Dans un coin qui n'est pas très populaire, c'est-à-dire, il est populaire pour les touristes, dans les Landes. Dans les Landes, ouais. Et qu'est-ce qui vous a plu alors dans cette région, dans ses habitants? Qu'est-ce qui fait que la France pour vous c'est devenu une passion? C'est ce qu'on m'a dit au Standard. Ben, premièrement, j'adore la langue et je parlais pas français en ce moment-là, pas un mot, mais mon mari et moi on parlait anglais. Mais j'adore la langue, alors je l'ai appris très vite et j'aimais les Landes, mais quand on était là depuis 15 jours, quoi, après notre mariage, on est resté dans les Landes 15 jours et on est parti pour Marseille. Mon mari était envoyé pour les pétroles à Marseille et lui il partait au Sahara, en Afrique, et moi je restais là. Et j'avais trouvé un appartement et c'est là, en fin de compte, que j'ai appris à vivre en France. Et je vous assure, j'adorais Marseille. J'habitais tout proche de la Canebière. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? Dites-moi, j'ai l'impression aussi, j'ai l'impression que vous avez appris aussi à vivre seul, parce que votre mari, il était toujours par Mons et par Vaux, du coup, non? Oui, ça c'est vrai, toujours. Parce que on a été mariés un peu plus de 12 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vécu 2 ans à Marseille, 1 an à Téhéran, 6 mois au Cameroun, 3 mois à Athènes, et j'en oublie certainement. Vous avez été heureuse pendant toutes ces années avec ce premier homme? Au début, oui, bien sûr, mais j'étais très jeune et certainement je ne voyais pas ce que ça voulait dire d'être marié et ça devenait de moins en moins bien, tous nous deux, quoi. Au début, c'était formidable, mais après, non. Et puis, j'ai eu des enfants, j'ai eu 3 enfants de lui.
deux filles et un garçon. Et le deuxième, la fille, elle est morte après un jour. Et c'est là que vraiment commencé les problèmes. Mon mari, il était beau, il avait toujours de belles voitures, il était charmant et il aimait bien les femmes. Donc non seulement moi, mais les autres aussi. Ça, vous en avez pris conscience assez rapidement que votre homme était volage? Assez rapidement, oui. Ça vous blessait? Et puis, oui, bien sûr, j'aimais pas. Non, mais il y a une différence. On se dit les choses. Oui. Il y a une chose entre effectivement ne pas aimer, c'est toujours désagréable, mais bon, il y a parfois des couples qui se font une raison, et puis parfois aussi, et on peut l'entendre, qui sont extrêmement blessés par cette trahison, parce que quand on signe sur un papier de mariage, c'est pour pour le meilleur et pour le pire, mais c'est surtout pour être fidèle. Vous l'avez pris comment cette attitude volage de votre mari? J'aimais pas du tout, mais c'est pas assez fort, comme je le dis. Je me trouvais pas sûr, je me trouvais pas aimé. Il était de plus en plus égoïste. Il regardait les femmes de partout. Alors moi, j'étais pas contente, mais j'étais une ancienne. Ça veut dire qu'on ne divorçait pas très vite à ce moment-là. Il y a que après 12 ans que j'ai décidé, c'est-à-dire entre-temps, il faut que je sois honnête, entre-temps, j'allais souvent toute seule en voiture en Hollande pour voir mes parents. J'ai resté 15 jours avec eux. Et puis, un jour, je roule et en face de moi, je vois quelqu'un que je connaissais qui me disait bonjour. On avait tous les deux un petit décapotable et il passait, il s'arrêtait. Moi, je me suis arrêté. Il est venu vers moi. Il est sorti de sa voiture, il est venu vers moi, il s'est mis à côté de moi, assis, et puis il m'a dit, ça te fait plaisir de faire un tour? Ben oui. Quelle voiture, la tienne ou la mienne? Vous savez comment ça se passe. Alors, on a pris la mienne, on est allé vers la plage, à une demi-heure de route, et puis, à la plage, j'ai garé ma voiture, et pour passer au sable, il fallait que je passe sur un petit barrage, quoi. Et quand j'ai voulu le faire avec mes talons de 10 centimètres, le gars m'a apporté dans ses bras complètement et il m'a fait passer le truc. Et c'est là que je suis tombée. Pas tombée vraiment, mais tombée amoureuse. Vous aviez quel âge, Ina, à ce moment-là, quand il vous a porté dans ses bras sur cette plage? 22 ans. Et vous étiez mariés? Oui. Aïe, aïe, aïe. Et lui aussi. Vous avez culpabilisé, vous, à ce moment-là, en vous disant, tiens, j'en pince pour un homme alors que je suis déjà avec un autre? Non, parce que ça n'allait pas bien avec mon mariage et je pensais depuis quelque temps de divorcer. Mais je le faisais pas puisque je suis encore à ce moment-là resté 10 ans de plus que lui. 10 ans? Avec lui. Oui, j'ai attendu 10 ans avant de divorcer. Mais dites-moi, Ina, pendant ces 10 années, après avoir rencontré cet homme sur cette plage, est-ce que vous y pensiez régulièrement? Est-ce que vous restiez en contact avec lui? Oui, j'y pensais beaucoup, beaucoup. Et tout le temps, quoi. Mais j'habitais en Espagne à ce moment-là, où j'ai vécu 5 ans. Et j'étais avec mes enfants, donc ça allait bien, quoi. Mais je ne voulais pas divorcer, en principe, mais j'y pensais quand même. Et quand mon mari a été envoyé en Hollande par sa compagnie française,
on était là, alors là, c'était terminé. Entre-temps, quand j'allais en vacances, chaque fois que j'allais faire des courses, je le voyais, le gars. Et pourtant, il habitait pas proche, il y avait que sa mère. Attendez. Et sa mère habitait proche de moi. Donnez-moi le prénom, le gars, il s'appelait comment? C'était cet homme. Ah, Jos. Jos. Jos, oui. Et alors quand vous pendant ces 10 ans, il vous est donc arrivé de recroiser parfois par intermittence Joss, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que déjà, lui aussi, il était amoureux de vous dès le début, comme vous? Je pense, oui, parce qu'autrement, il ne serait pas tout le temps là quand je venais en vacances. Comme par hasard, il était là. Mais par hasard, oui, il disait. Non, mais je pense, oui, mais on était tous les deux pareils. Le divorce, à ce moment-là, ça se faisait pas autant que maintenant. Et ça se faisait pas. On se marie, on fait comme il faut, et voilà. Et quand on est heureux, c'est bien. Mais quand on n'est pas heureux dans le mariage, eh bien, ça pose un problème. Mais Ina, c'est un double malheur d'être malheureux avec un homme et en plus d'être amoureux d'un autre. Ça veut dire de devoir s'en passer alors que c'est avec ce gars-là qu'on aimerait être. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on n'avait pas encore... c'est ça, on n'a jamais eu de trucs qu'on fait quand on est amoureux. On sortait simplement. Quand on se rencontrait, j'ai monté dans sa voiture et on sortait. Mais c'était tout. Mais dites-moi, Ina, ça m'intéresse, moi je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on est amoureux d'habitude? Oui, je sais ce qu'on fait, mais on le faisait pas. Mais parce qu'est-ce qu'on était fait mariés, on voulait pas. Ah, vous voulez me dire, ah oui, les plaisirs de la chair, le sexe. Voilà, d'accord. Comprenez? Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui, oui, certains le font. Hein. Je vous le dis, certains le font. Hein. Comment? Je dis, certains ne se privent pas de le faire, même s'ils sont mariés. Oui. Mais nous, c'était pas comme ça. J'ai bien entendu. Et seulement quand j'avais décidé de divorcer, eh bien, ça a changé. Et puis, mon mari est parti d'Hollande et moi, je suis resté seul. Et c'est là que mon mari, le deuxième mari, Jos, ouais. que lui, il a dit, mais moi, je vais divorcer aussi. Et comme ça, on s'est mis ensemble. Voilà. C'est une belle histoire, et on ça. s'est mariés. Qu'est-ce qui a fait que, au bout de 12 ans de mariage et 10 ans à penser à Jos, vous avez décidé un jour de divorcer? Il y avait un truc, tout était cassé entre mon mari et moi. Le jour où j'ai eu mon deuxième enfant. Et moi, j'avais eu la césarienne, j'avais des tubes dans la bouche, donc je ne pouvais pas parler, je me réveillais, et puis le docteur demande à mon mari, est-ce que vous voulez qu'on lui montre l'enfant à votre femme? Et il a dit non. Et comme je ne pouvais rien dire, moi, je voulais la voir. Mais je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas réagir. Et voilà, ça, je lui ai reproché ça. Et le jour que, après mon troisième enfant, je prenais un cancer de l'utérus et puis j'ai été opéré, donc on m'a tout enlevé et des copains demandaient, bof, on t'a pas vu depuis quelques jours à moi. Alors lui, il répondait, c'est logique, elle est un arbre sans fruits maintenant. Et ça, c'était la mort pour notre mariage. Dites-moi, Ina, vous êtes, de ce qu'on m'a raconté, donc vous avez divorcé et vous êtes revenu dans votre pays, les Pays-Bas, oui. Pour vous mettre en ménage et vous marier avec Jos. Qu'est-ce que oui. Combien d'années vous avez été avec Jos? Combien d'années toutes mélangées vous avez vécu ensemble?
toutes les années qu'on savait qu'on était amoureux l'un de l'autre, 43 ans. 43 ans. Si je vous dis là tout de suite comme ça, Jos et vous, le premier souvenir qui vous vient à l'esprit de Jos et vous et de cette histoire incroyable. Ben c'est surtout de me prendre dans ses bras et me faire passer le truc. Ah, la première image alors, surtout... la première rencontre, ouais. Oui, et puis ce qui me... Je pouvais plus rien faire, j'étais amoureuse folle de lui. Dites-moi... Et ça m'arrivait pas souvent. Est-ce que, quand on a un coup de foudre, avec les années, les choses passent? Ou est-ce qu'un coup de foudre, le vôtre, entre Jos et vous, il est resté comme ça, immuable jusqu'à la fin? Il est resté jusqu'au dernier jour. Je peux vous dire, mon mari et moi, on allait à la retraite parce que nous aussi, on devenait plus vieux. Et puis, comme on habitait en Hollande, Jos m'a dit, dis donc, tu aimes beaucoup la France, qu'est-ce qu'on fait? On achète une maison en France. Ah oui, je lui dis, ça me plaît. Alors, on a acheté une maison dans un petit village dans les Landes et on l'a eu 20 ans, cette maison. Et mon mari ne parlait pas un mot de français. Alors que ma fille, elle dit toujours, puisque mes enfants sont français, ils comprennent bien, ma fille disait toujours, oh ben Jos, il est tellement gentil que sans parler un mot de français, il a fait 500 habitants, 500 copains dans le village. C'était très populaire donc. Et c'est vrai. Dans votre quartier. Ouais. Oui, c'était un tout petit village coupé en deux, 500 habitants. Et puis, il se mêlait le tout. Il faisait son possible, il ne pouvait pas parler français. C'est dur pour les Hollandais de parler français. Et puis, ça ne fait rien, il se faisait comprendre, il aidait tout le monde nous aidait quand on partait quelques jours, quelques semaines ou quelques mois en Amsterdam. Les voisins allaient tondre chez nous, tout. C'était formidable, c'était les années les plus heureuses de ma vie. Et quand mon mari avait ses 80 ans, et il m'a dit, tu sais, on prend trop d'âge pour entretenir la maison, les arbres fruitiers, les 4000 mètres carrés autour. Il va falloir qu'on la vende, cette maison. Je dis oui, mais il dit, je sais pas, je voudrais encore 1 an au moins. Voilà, comme ça, on était. Et puis, il y a le fait qu'il y avait le Covid, tout ça. On partait en Hollande, il m'a dit, dis donc, il faut que, pour quelques mois, il faut qu'on vende notre maison. D'accord, on l'a fait. Et vous êtes rentré aux Pays-Bas, chez vous, c'est ça? Et on est rentré aux Pays-Bas. Et 3 semaines après, mon mari est mort. Du Covid, c'est ça? Le Covid, plus une opération, mais ça, il ne le savait pas d'avance. Alors, il était malade. Je l'ai mis en bas, puisque je suis au 7e ici, en bas dans l'ambulance. Moi, j'avais pas le droit de venir à cause du Covid. Il est parti à l'hôpital et 3 jours après, il était mort. Et la seule chose que je me rappellerai toujours, c'est que le jour avant qu'il soit mort, on lui a donné un téléphone pour m'appeler. On avait du Covid tous les deux d'ailleurs, et c'est pour ça que j'avais pas le droit de venir à l'hôpital.
Donc, je ne pouvais pas le voir depuis l'ambulance. Et puis, il m'a appelé et il m'a dit, Ina, on a eu une vie formidable. Et avec ça, il voulait dire en France. Parce que quand on est parti après la vente de notre maison en France, 3 semaines avant, il pleurait dans la voiture, tellement il aimait le coin. Dites-moi, Ina. Vous vous rendez compte, c'est bizarre, hein? Non, je peux comprendre. Dites-moi, quand on parle d'un homme comme vous en parlez, quand on aime un homme comme je devine que vous l'avez aimé, comment on s'autorise à continuer à vivre sans lui depuis un peu plus de 3 ans, donc maintenant, si mes calculs sont bons? Eh bien, si vous pensez que vous pouvez me faire vivre, s'il vous plaît, dites-moi comment, parce que moi, je n'y arrive pas. Je fais tout ce que je fais automatiquement. J'ai perdu 20 kilos. Je ne sors plus qu'avec mes enfants. Heureusement que j'ai mes 2 enfants. Parce que eux, ils s'occupent, ils viennent, ils m'invitent, tout. Quand ils viennent me chercher, parce que le soir, je ne conduis plus, et parce que j'ai peur, et aujourd'hui, pas dans la journée, je conduis simplement, toujours, parce que j'adore ça. Mais le soir, je n'ose plus. Alors, ils viennent me chercher, ils me ramènent, ils font tout. Ils me portent des fleurs, j'ai la maison pleine de fleurs maintenant. Ils font tout pour me rendre heureuse. Mais ils savent bien qu'ils peuvent pas enlever ce qu'on avait, Joss et moi. Ils peuvent pas me le faire oublier. Et d'ailleurs, je ne vais pas l'oublier. C'est la seule chose qui me tient debout. Et puis, une autre chose. Depuis le jour où j'ai rencontré votre voix au poste radio et la façon dont vous parlez avec les gens qui vous appellent, ça m'a donné un réconfort formidable. Donc le soir, je cours je me couche jamais très tôt, alors vers 9h30, 10h, je cours vers le poste, je me mets au lit et j'écoute votre voix. Et quand mon poste radio avait pas marché, l'internet ne marchait pas pendant 2 mois, eh bien, j'étais malheureuse, encore plus malheureuse qu'avant. Bon, la prochaine fois. Je voulais vous dire ça. La prochaine fois, votre poste est en panne, qu'il n'y a plus les piles, vous m'appelez. J'irai faire la mission en direct de votre chambre, si vous voulez bien, à Amsterdam. Comme ça, le son passera directement. D'accord? D'accord. Je suis content de vous compter parmi les auditrices et les auditeurs de cette émission. Sincèrement, Ina, c'est un plaisir de vous parler ce soir. Et pour revenir sur ce que vous dites, avoir 43 ans de mémoire d'un homme comme vous avez aimé, c'est une force. Même si ça fait mal, c'est une force. Faut le garder, ce souvenir-là. Merci. Je ferai mon possible. Merci beaucoup. Je vous embrasse, Ina. Moi aussi, je vous embrasse, Johan. Bonne soirée. Salut. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. D'ici la semaine prochaine, envoyez-moi un message à votre tour pour me dire quel est ce témoignage qui vous a marqué et que vous voudriez réentendre dans cette émission. Pour me le dire, pour me l'écrire, ça se passe dans ma boîte email social@johanrock.fr ou alors directement sur Instagram à instarock, ROQS, tout attaché. Avant de vous quitter, de vous souhaiter bonne nuit, bonne semaine, j'aimerais vous partager ce message qui m'a été envoyé il y a quelques soirs de cela. Cher Johan, je vous écris après avoir écouté un replay d'une de vos émissions qui date, je crois, d'il y a quelques semaines. L'auditeur parlait de l'annonce de sa maladie par son médecin et ça m'a profondément touché, car je vis exactement la même situation depuis 1 an et demi.
Comme lui, j'ai d'abord cru à une erreur quand le médecin a prononcé ces mots qui changent tout. Mon premier réflexe, ça a été de demander s'il était sûr, s'il n'y avait pas confusion avec un autre dossier. Et puis, est venue cette question obsédante. Combien de temps me reste-t-il ? Une question à laquelle personne ne peut répondre avec certitude. Alors j'ai fait le deuil de cette réponse impossible. Ce qui me hante le plus, m'écrit Jean-Pierre, c'est cette incertitude permanente. Je me lève chaque matin sans savoir si c'est le début de la fin ou si j'ai encore quelques mois devant moi. Comment planifier ? Comment me comporter avec mes proches ? Que dire à mes parents qui s'inquiètent tant ? Faut-il que j'arrête de travailler immédiatement ou est-ce que j'ai encore la possibilité de reporter ce voyage dont je rêve depuis longtemps ? Cet auditeur, l'autre soir, parlait de cette sensation étrange de regarder les gens dans la rue, en se disant qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Eh bien moi, maintenant, je sais qu'il va se passer quelque chose, mais j'ignore quand et comment ça va faire. Est-ce que la mort existe seulement ? C'est vrai ? Puisque à ce jour, personne n'en est jamais revenu pour témoigner. C'est comme vivre avec une épée de Damoclès. Aujourd'hui, 1 an et demi après le diagnostic, j'apprends à vivre avec cette épée au-dessus de ma tête. Certains jours, j'arrive même à vivre, mais jamais je ne l'oublie, cette épée. Écouter cet auditeur m'a fait du bien. Savoir que d'autres traversent cette épreuve et trouvent encore la force de témoigner, ça m'a redonné un petit peu d'espoir. Un peu, je dis bien. Merci de donner la parole, Johan, à ceux qui vivent ces moments si difficiles. Ça nous aide à nous sentir moins seuls face à l'inconnu. Merci à vous. Signé Jean-Pierre de Toulouse. Merci à vous, Jean-Pierre, pour ce message. Vous faites référence au témoignage de René Marc, qui est passé il y a quelques semaines, juste avant la nuit. Un témoignage que vous pouvez retrouver en replay ou alors directement en allant sur mon site www.johanrock.fr. Ainsi s'achève ce premier numéro de Juste pendant l'été. Vous connaissez le principe. Si tout au long de ces mois de juillet et août, vous souhaitez réécouter une histoire, un auditeur, une auditrice qui vous a ému, marqué, quelle qu'en soit la raison, vous m'écrivez social@johanrock.fr, Instagram, Instarock, ROQES tout attaché. Et puis, dès la semaine prochaine, je choisirai un nouveau témoignage en fonction de vos requêtes. Puisque cette émission, une fois encore, on l'a fait ensemble. Continuez de m'écrire, même pendant l'été. J'aime toujours autant vous lire. À la semaine prochaine.